Nous pensons souvent aux princesses médiévales en termes de contes de fées, comme de belles jeunes dames attendant, dans leur haut chapeau pointu, qu'un chevalier vienne les sauver d'une tour. Mais la réalité était bien moins romantique. Retournons maintenant dans le temps jusqu'au Moyen-Âge et rencontrons certaines de ces nobles dames et jetons un petit coup d'œil à la façon dont elles naviguaient dans un monde si largement dominé par les hommes. L'amour que les films hollywoodiens voudraient nous le faire croire. Elles n'étaient même pas appelées princesses jusqu'à l'époque moderne. Avant cela, elles étaient les filles du roi ou simplement de vieilles dames. Oui, elles auraient vécu une vie privilégiée portant des soies et des velours riches. Elles auraient également mangé les meilleurs aliments et bu les vins les plus chers, probablement dans des assiettes et des gobelets en argent. Mais malheureusement, elles étaient souvent utilisées comme des marchandises par leur père, une ressource à marier à qui ils choisissaient et échanger pour un gain politique. Mais comme nous le verrons, certaines de ces princesses médiévales étaient des femmes qui pouvaient se défendre et ont prouvé qu'elles n'étaient pas simplement des pions à être utilisés par les hommes de leur vie. L'atout. Parfois, les princesses devaient épouser des hommes plus âgés comme Adéla de Normandie. Elle était la plus jeune fille de Guillaume le Conquérant, et bien qu'elle n'hériterait jamais de titre de son père, sa lignée seule faisait d'elle un atout précieux. La jeune fille, éduquée et pleine d'entrain, a été mariée à Stephen II, comte de Blois, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Stephen avait 35 ans, mais le mariage a uni deux des familles les plus puissantes du nord de la France. Adéla et Stephen ont eu entre 6 et 8 enfants, et leur mariage était dit être basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'affection. La princesse Joanne, née en 1210, était le troisième enfant du roi John d'Angleterre et d'Isabella. Elle a été ballottée de poteau en poteau. D'abord, elle était désirée comme épouse de Philippe II de France pour son fils, mais son père l'a promise à Hugues X de Lusignan en dédommagement parce que son père, Hugues IX, avait été conduit par sa mère Isabella, qui avait épousé le roi John à la place. Joanne a reçu un comté et l'île d'Oléron en dot. Elle a donc été envoyée en France pour y être élevée à la cour jusqu'au mariage. Hugues voulait les terres avant le mariage et face au refus, son enthousiasme a diminué. Lorsque le roi Jean est mort en 1216, la mère de Joanne, Isabelle, a décidé qu'elle épouserait elle-même Hugues, et il a été convenu que Joanne devrait épouser Alexandre II d'Écosse à la place. Joanne a été renvoyée chez elle pour épouser le roi d'Écosse à la cathédrale de York, devenant ainsi reine consort d'Écosse. Alexandre avait 23 ans, Joanne en avait 11. Ils n'ont pas eu d'enfants, ce qui posait problème, et Alexandre voulait probablement une annulation, mais avait peur de provoquer une guerre avec l'Angleterre. Le couple s'est probablement éloigné. Joanne est partie en pèlerinage à Canterbury avec sa belle-sœur, la reine Éléonore. Joanne est morte dans les bras de son frère, le roi Henri II, à l'âge de seulement 27 ans. La combattante, cependant, certaines princesses étaient bien plus que de simples ornements finement habillés. Le roi Édouard Ier, surnommé Longshanks, a épousé Éléonore de Castille en 1254 alors qu'ils étaient adolescents. Édouard a été décrit comme un grand et terrible roi, et en ce qui concerne la royauté médiévale, il a été très réussi, pieux et militaire. Mais il a également été très brutal dans son traitement des Écossais et des Juifs. Un grand roi, mais pas un homme très gentil. Néanmoins, il avait une relation proche et tendre avec sa femme et ses filles. Éléonore a eu environ 16 grossesses, mais seulement 6 enfants ont survécu jusqu'à l'âge de 10 ans, 5 filles et un fils, la plupart n'ayant pas atteint l'âge adulte. La fille survivante la plus âgée était Éléonora, qui a longtemps été héritière du trône, car chacun de ses frères est né puis est décédé dans l'enfance. Cela signifiait qu'Éléonora a été éduquée dans l'art de gouverner, comme si elle était un prince. Pendant longtemps, elle a été fiancée au roi Alfonso III d'Aragon, mais Edward a traîné les pieds sur l'union. Malgré les demandes répétées d'Alfonso en 1282, Edward insistait sur le fait que sa femme et sa mère étaient préoccupées par le fait qu'Éléonora, qui avait 13 ans à l'époque, était trop jeune pour se marier et que le dirigeant aragonais devrait attendre encore 2 ans malgré le fait qu'Alfonso n'était que de 4 ans plus âgé qu'Éléonora. Un écrivain de cour du XIVe siècle a noté qu'une princesse devait savoir manier les armes pour être prête à commander ses hommes en cas de besoin. Et toute cette formation de son père a porté ses fruits lorsque Éléonora s'est mariée à Henri III de Bar, un comte du nord de la France. En 1297, 4 ans après leur mariage, Henri combattait près de Lille lorsqu'il a été emmené en tant que prisonnier à Paris. C'était à Éléonora d'organiser l'armée restante de Henri et de défendre le château à Bar. Elle a rapidement écrit à son père, le roi Édouard, pour des alliés et de l'argent pour payer la rançon de Henry, se protégeant elle-même et ses enfants.
En 1265, la princesse Éléonora d'Angleterre avait réussi à défendre le château de Dover contre son frère, le roi Henri, 3 décennies auparavant. Troisième, elle était mariée au malheureux baron rebelle Simon de Montfort. Après la mort de son mari et de son fils aîné au combat, elle a lutté pour protéger le château grâce à sa position côtière et en utilisant une machine de siège. Cela a permis à ses enfants de s'échapper à l'étranger avec de l'argent pour leur entretien. L'idéaliste. Comme beaucoup de princesses médiévales, la deuxième fille du roi Édouard Ier, Jeanne d'Acre, a d'abord été mariée à un homme beaucoup plus âgé. Il avait 46 ans et elle en avait 18. Lorsqu'il est mort en 1290, Jeanne aurait pu épouser n'importe quel dirigeant européen. En plus de son statut de princesse en tant que mère de 4 enfants, elle avait prouvé qu'elle était fertile et maintenant elle possédait seule certaines des terres les plus précieuses d'Angleterre. Mais elle est tombée amoureuse d'un jeune et beau homme de peu de rang nommé Ralph de Montfermeur. Joanne devait hommage à son père car elle détenait des terres qu'il lui avait données. Elle avait donc besoin de sa permission pour se marier. Malgré tout, Joanne et Ralph se sont mariés secrètement. Le roi Édouard, d'abord furieux, a vite pardonné à sa fille résolue qui a pu conserver ses terres, revenus et époux. La princesse Éléonore d'Angleterre s'est mariée secrètement par amour en 1238. Son frère, le roi Henri III furieux, a dit avoir autorisé le mariage uniquement parce que Simon l'avait séduite. Le couple était néanmoins résolu à demeurer uni. Simon s'est rendu à Rome pour obtenir l'approbation papale, car Éléonore avait auparavant fait vœu de chasteté à vie. La joueuse Mary de Woodstock, 4e fille d'Édouard Ier, est née en 1278. Au lieu de se marier, elle a mené une vie confortable en tant que nonne. Elle a été dédiée au prieuré d'Amesbury à l'âge de 7 ans et voilée quand elle avait 12 ans. Mary a reçu de ses parents une allocation annuelle de 100 livres, soit environ 104 000 livres aujourd'hui, ainsi que des quartiers privés et du vin spécial. En 1306, quand Mary est allée en pèlerinage au sanctuaire de Sainte-Marie à Walsingham, son père a tout payé. Le voyage a pris un mois pour aller de Northampton à Walsingham et revenir au prieuré. Mary et ses compagnes ont mangé somptueusement et ont été diverties en chemin par des ménestrels. Malgré le fait que le roi ait déjà dépensé une petite fortune pour cette petite aventure, Mary a dû envoyer des messagers 3 fois au cours du mois pour demander plus de fonds. Il semble que Mary avait un faible pour le jeu. Le problème était son manque de talent au jeu de dés, qui lui a fait accumuler des dettes colossales. Heureusement, son père riche et indulgent payait ses dettes. L'érudite. Quand elle ne parcourait pas la campagne en accumulant d'énormes dettes de jeu, Mary s'occupait de commander des livres sur l'histoire du règne de son père. Le livre a été écrit dans le dialecte que parlait Mary, l'anglo-normand, ce qui suggère qu'elle allait le lire elle-même. Être capable de lire et d'écrire signifiait être lettré en latin, chose que seuls les prêtres, quelques nonnes et un petit nombre de laïcs hommes et femmes étaient capables d'atteindre. Mary et ses frères et sœurs ont été éduqués par leur mère, Éléonore de Castille. Ils pouvaient réciter des prières et lire ensemble des œuvres dévotionnelles, des romans et des histoires. L'écriture était encore plus rare, mais des registres d'achat de tablettes d'écriture montrent qu'Éléonore, l'aînée de Mary, s'y exerçait adolescente. La touriste Élisabeth de Rutland était la plus jeune des filles d'Édouard Ier. Elle était déjà veuve à l'âge de 18 ans. Née en 1285, son mariage était déjà débattu alors qu'elle n'avait que 3 ans et elle a épousé Jean Perm, comte de Hollande, alors qu'ils avaient tous les deux 15 ans en 1297. Quand Jean est mort juste 2 ans plus tard, dans des circonstances mystérieuses, comme beaucoup de rois médiévaux semblent le faire, Élisabeth était désespérée de rentrer chez elle, alors elle a quitté la Hollande à l'été de 1300 pour un voyage par terre et mer qui lui a pris presque 2 mois. Mais voyager était quelque chose dont Élisabeth, avec ses sœurs, avait l'habitude. La cour anglaise, avec le roi en son centre, était nomade et se déplaçait à travers le pays, allant de châteaux royaux en monastères et demeures aristocratiques. Le monarque, sa femme, leurs enfants de plus de 8 ans, ainsi que des serviteurs, clercs et chevaliers voyagèrent dans un convoi de chevaux, carrosses et charrettes. Une fois indépendantes, les princesses auraient voyagé avec leur ménage, perchées sur un palefroid scellé ou dans une voiture inconfortable, secouées sur des routes non aménagées. L'architecte. À la fin des années 1290, la 3e fille d'Édouard, Margaret, s'est retrouvée dans une situation embarrassante. Son mari, le duc de Brabant, n'était pas très discret avec ses liaisons à la cour de Bruxelles. Elle avait besoin de sa propre cour, loin des maîtresses de son mari, un lieu attrayant pour attirer des courtisans influents. Elle a construit sa propre maison royale à Tervuren en Belgique, car aucune des existantes ne répondait à ses exigences de magnificence.
Margaret avait appris à construire des châteaux auprès des meilleurs. Son père avait bâti une série de 10 forteresses au pays de Galles, appelées l'Anneau des Châteaux de Fer, suite à la capture de la principauté. Mais les châteaux d'Édouard, plus que de simples constructions militaires imposantes, arboraient une maçonnerie décorative et des jardins raffinés. Margaret a créé un château à Tervarennes, une résidence royale entourée de douves en s'appuyant sur l'héritage de son père et ses visites d'enfance dans des châteaux similaires, affirmant ainsi sa position de duchesse de Brabant. La défiante Jeanne d'Acre a prouvé qu'elle n'avait pas peur de son père lorsqu'elle s'est mariée par amour. Mais elle a toujours été rebelle, même dans sa jeunesse, brisant le mythe de la princesse docile et dévouée. Apprenant que ses sœurs avaient de plus grandes maisons avec davantage de serviteurs, elle a discuté avec les clercs de son père. Elle a également délibérément manqué le mariage de l'une de ses sœurs juste pour prouver qu'elle le pouvait. La situation a atteint un point critique en juillet 1305 lorsque le père d'Édouard II, frère de Johan, lui a confisqué une partie de ses revenus et de ses terres. Le roi n'était pas content du prince à cause de son favoritisme envers le courtisan Piers Gaveston. Johan a envoyé son sceau personnel à son frère, lui permettant d'acheter ce qu'il voulait, défiant ainsi directement leur père. On a dit au prince de rendre le sceau de sa sœur, mais pour Johan, il n'y avait pas de conséquences. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre. D'ici là, excellente semaine, santé.